Bonjour, c'est devenu une habitude. Les Échos organisent une nouvelle conférence sur Solvabilité 2, les futures normes prudentielles du secteur de l'assurance européenne. Jimmy Zhou, bonjour. Vous êtes associé chez PwC. Oui. Vous êtes cher puisque vous êtes en charge de Solvabilité 2 pour la France. Et ce thème apparaît apparemment comme étant inépuisable. Quelles sont donc les grandes étapes qui restent à franchir d'ici le 1er janvier 2014, date à laquelle ce système doit entrer en vigueur? Oui, tout à fait. Donc, le premier point qui est très important et qu'il faut que nous ayons bien en tête, c'est qu'il y a différentes personnes qui discutent justement de différents sujets, ce qui fait que cela peut donner l'impression que tout cela s'enlise un peu. Alors, ayons en tête qu'il y a bien 3 intervenants, donc il y a bien 3 parties en présence. Tout d'abord, il y a bien donc la Commission européenne, donc on voit beaucoup M. Barnier ces jours-ci. Il y a le Conseil européen, donc qui comprend les différents ministres donc des 27, donc actuellement sous présidence chypriote. Et il y a donc ce 3e niveau qui est très important, qui est le Parlement. Donc c'est vraiment celui qui vote. Donc le Parlement européen, qui est représenté aujourd'hui par un rapporteur, donc M. Balz, qu'on voit également beaucoup, sachant également qu'on a un shadow rapporteur pour chacun des partis politiques au sein donc de ce Parlement européen. Donc le point qui est important, c'est que c'est vrai, on a beaucoup parlé de cette directive Omnibus 2 qui venait corriger cette directive qui avait déjà été homologuée en 2009. Donc Omnibus, comme son nom l'indique, qui embarque l'ensemble des modifications donc à l'issue des différents textes, prévoyait donc différentes choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce point-là s'enlise un peu. Et comme ça s'enlise un peu, donc on a parlé d'abord de février, puis de mars, maintenant on parle d'octobre 2012. Hier, il y a une réunion où cela a été un peu compliqué, donc ça risque d'être encore plus tard. Il y a quand même 3 choses très importantes par rapport à cela qui se sont passées pendant l'été. Donc, le premier point, c'est que le 3 juillet, donc ce fameux trilogue, comme on l'appelle, a décidé quand même d'adopter une directive qu'on appelle la directive Quick Fix, qui permet quand même d'ancrer la date d'entrée en vigueur de Solvabilité 2 au 1er janvier 2014. Officiellement, je rappelle qu'on en était encore au 31 octobre 2012. Donc on est bien sur le 1er janvier 2014. Donc ça, c'est quelque chose qui a été ancré. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'on a l'EIOPA le 9 juillet qui a publié également ce rapport final concernant l'ensemble des publications de niveau 3 pour l'ORSA. Donc on peut dire également que l'ORSA aujourd'hui n'évoluera plus non plus. Voilà. Donc ça, c'est quand même le deuxième point important. Le troisième point, qui est également très structurant pour les compagnies d'assurance aujourd'hui, c'est que le 10 juillet, l'EIOPA a publié également la dernière version des futurs états prudentiels. Et donc quand même, donc tout cela a quand même été ancré. Donc le point important pour les compagnies aujourd'hui, et c'est un des points qu'a également acté la directive Quick Fix, donc du 3 juillet 2012, c'est que les compagnies devront courant 2013, à partir de la situation du 31/12/2012 et à partir du 1er juillet 2013, elles devront publier un premier reporting. Donc ça, c'est quand même très structurant pour les compagnies à bien avoir en tête. Je prends une photo au 31/12/2012, je fais un premier reporting au 1er juillet 2013 sur ces comptes au 31/12/2012. Ce n'est pas obligatoire, on parle de meilleurs efforts, mais ça sera quand même quelque chose qui sera regardé par le régulateur. Voilà, donc ça, c'est quand même un point très important, sachant que pendant tout 2013, on est quand même encore en soldat 1. Malgré toutes les incertitudes, petites ou grandes qu'il reste, est-ce que les assureurs peuvent se préparer sereinement à Solvabilité 2? C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend quand même, c'est-à-dire un point qui pose débat aujourd'hui, c'est ce fameux paquet long terme. Ce fameux paquet long terme qui parle de 3 points structurants. Le premier point, on parle de matching adjustment, c'est cette prime qui vise à limiter la volatilité du ratio de solvabilité. Il y a la prime contracyclique, qui est l'ancienne prime d'illiquidité. On a également l'extrapolation de la courbe des taux. Et il y a même cette nouveauté allemande qui est introduite pendant ces discussions du trilogue, où les Allemands, en fait, le but c'était de dire que pour le bilan prudentiel en 2014, on voulait utiliser les provisions techniques Solva 1. Donc c'est vrai que l'Allemagne et la France n'ont pas forcément la même vision aujourd'hui, parce que si Solva 2 c'est un texte unique, Solva 1, on se rend compte qu'on n'a pas forcément la même façon de calculer les choses. Donc c'est vrai que ces points-là posent problème, et c'est d'ailleurs c'est cette partie-là qui est enlisée. Le reste, plus de 90%, est quand même relativement fixe. Et comme c'est justement relativement stabilisé aujourd'hui, parce qu'un chantier informatique pour une compagnie d'assurance aujourd'hui, c'est quoi? Ça va être des chantiers en termes de données, des données nécessaires pour le reporting, ça va être une structuration de la compagnie par rapport à des exigences de l'ORSA, de la gouvernance globale de l'entreprise par rapport aux 4 fonctions clés, etc. Ces points-là sont stabilisés aujourd'hui et ne font plus débat. Donc on peut dire qu'en termes de chantier informatique, 90% aujourd'hui peut-être déjà commencé. Il est vrai que le résultat, lui, par contre, sera très influencé par les derniers points qui restent à valider aujourd'hui. Un des points qui inquiète les assureurs, et vous en avez parlé, c'est l'ORSA. Oui, est-ce que les compagnies d'assurance ont bien conscience de tous les enjeux qui sont liés à l'ORSA? Et rappelez-nous ce qu'est concrètement l'ORSA. Oui, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'ORSA, beaucoup de compagnies se disent
Bon, je comprends ce que veut le régulateur, sachant qu'on est resté sur des principes assez généraux. Donc c'est vrai qu'on a été assez surpris, nous, depuis environ 1 an ou 2, lorsqu'on implémente l'ORSA au sein de compagnies, certaines compagnies se disent « Ah, mais vous avez réussi à démystifier l'ORSA ». On parle de démystification d'ORSA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait en tête quelque chose de très intellectuel. Voilà, mais on se rend compte que c'est quelque chose finalement de très pratique, c'est le premier point. Et le second point, que 90% des choses que demande l'ORSA sont des choses finalement qu'on fait déjà. Donc le but, c'est de faire communiquer toutes ces choses ensemble. Donc, si on prend les différents chantiers de l'ORSA, donc le premier point, c'est tous ceux qui identifient l'ensemble de ces risques. Les compagnies aujourd'hui, elles ont déjà des cartographies un peu dans tous les sens, on est déjà capable de le faire. Bon, ça, c'est pas quelque chose de très nouveau pour les compagnies. Le point le plus nouveau, et qui fait beaucoup parler, c'est cette fameuse définition de l'appétit au risque. Donc lorsqu'on parle d'appétit au risque, ça devient un peu nouveau, en effet. Par contre, lorsqu'on définit les indicateurs d'appétit au risque pour ces compagnies, on se rend compte qu'on parle d'indicateurs que les compagnies connaissent déjà. On parle de ratio SUP, on parle de SCR en approche standard, donc là on va réutiliser ce qu'on fait pour solvabilité 2. On parle également de ratio combiné pour le pilotage court terme. Donc, on parle de résultats avant, après impôt. Donc on se rend compte que finalement ce sont des éléments que l'on a déjà. La difficulté pour les compagnies, c'est d'être capable de monitorer ces différents ratios aux différents niveaux, donc des unités de gestion, ou alors au niveau donc, des départements sur lesquels on veut suivre ces indicateurs. Donc c'est pas si nouveau que ça. Voilà. L'autre point qui est de dire l'horizon du plan d'activité donc plutôt à 3-5 ans, qu'il faut, qu'on va dire, modéliser de manière à pouvoir faire rentrer tout cela dans une mécanique ORSA, c'est un peu compliqué, mais les directeurs généraux et les présidents aujourd'hui n'ont pas attendu Solvabilité 2 pour définir le plan stratégique de leur entreprise. Donc ils le font déjà. Ils ont déjà une vision de leur entreprise à 3-5 ans. Par contre, le fait de structurer cette pensée à 3-5 ans avec des indicateurs de risque qui permettent donc de lier aussi bien donc la vision risque, la vue ratio combiné, ça aujourd'hui, ça c'est un peu nouveau. Voilà, c'est ça un peu la nouveauté. Mais encore une fois, on a des choses qui existent déjà à 80-90%, le but étant après de savoir comment articuler ça. Et après, il y a une dimension quand même quantitative, projeter les indicateurs. Bon, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais on peut aussi faire simple. Est-ce que je fais une modélisation stochastique ou une modélisation déterministe? On peut faire du déterministe. Ça marche aussi très bien, c'est moins précis, mais c'est largement suffisant. L'important, je pense, pour ces compagnies, c'est de faire simple pour rendre ça utile, parce qu'il faut quand même que beaucoup de gens comprennent les différents étages de l'ORSA. D'accord. Voilà. La construction de Solvabilité 2 et la préparation des assurances se fait dans un contexte, on va sans doute revenir beaucoup dessus le 23 octobre, dans un contexte très particulier, crise des marchés financiers, crise des dettes souveraines. En termes d'optimisation des fonds propres, quelles sont les contraintes qui se posent aux assureurs? Oui, ça a été le grand débat, donc on va dire des 6-7 derniers mois. On a remarqué quand même que Solvabilité 2, vu que Solvabilité 2 pose un problème de volatilité, on va dire de volatilité des fonds propres, cela conduit les entreprises à s'orienter de plus en plus vers des obligations, éventuellement des obligations souveraines. Voilà. Donc c'était un peu dire, on va faire donc du plus stable avec ce type de produit. Bon, on a beaucoup parlé du fait que le risque de crédit, enfin le risque de spread n'était pas contenu dans ces obligations, sachant que la décote d'une obligation souveraine, on sait depuis la Grèce que ce n'est pas qu'un cas d'école. Donc c'est vrai que ça a posé problème, ça a posé un premier problème. Le second problème, c'était de se dire, mais très bien, je prends ces produits, mais j'ai un problème de rentabilité, de performance. Donc on a eu beaucoup d'ingénieurs financiers qui se sont dit, bien très bien, je vais faire des obligations structurées, en mettant une poche action, voilà, je peux prendre de la performance avec un produit de type obligataire. Avec Solvabilité 2, ça ne marche pas forcément non plus, parce que quelque part, Solvabilité 2 vous oblige à démembrer en fait ces opérations pour appliquer les chocs adéquats à chacune des parties, à chacune des poches en fait obligataires ou actions. Donc finalement, on s'est rendu compte que cela limitait pas mal en fait les possibles. Et aujourd'hui, on est revenu finalement à quelque chose de relativement simple, qui s'articule en deux points. Le premier point, c'est qu'on fait une gestion finalement assez classique, donc on a diminué évidemment les actions, mais ça va commencer un peu avant Solvabilité 2. Donc on vient sur une gestion très classique, parce qu'il faut quand même qu'on puisse expliquer ça aux différents niveaux de l'entreprise. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est qu'en fait, on se rend compte que les couvertures que l'on prend finalement, ça reste aujourd'hui la dimension sur laquelle il faut travailler. Donc beaucoup d'entreprises se disent, on fait une gestion un peu classique, donc obligataire essentiellement aujourd'hui, et par contre au niveau des couvertures, on va beaucoup plus loin. Donc on a en termes de couverture, beaucoup d'établissements utilisaient déjà des couvertures, mais pas de manière forcément dynamique. On prenait, on voulait prendre une rentabilisation, faire un swap avec la partie taux et la partie rendement action, prenait un produit et qu'on gardait sur 10 ans. Donc demain, ça va être un peu différent. C'est-à-dire dans la couverture, dans la stratégie de couverture, dans la gestion dynamique des couvertures, en fait, on arrive à faire des choses beaucoup plus optimales, tout en gardant une gestion finalement assez classique. Et je pense qu'il faut garder cette gestion classique.
Quand on parle de solvabilité 2, on pense d'abord, et c'est normal, aux assureurs. Tout à fait. Ils ne faut pas être les seuls à être impactés par cette directive. Il y aura des répercussions pour les courtiers, pour les intermédiaires, pour les gestionnaires d'actifs. Est-ce que toutes ces personnes voient forcément tous les enjeux de solvabilité 2 aujourd'hui ? Non. Enfin, oui et non. Voilà, oui et non. réponse de non. Non. Tout cela est très important. Le premier point, c'est que on a 2 articles très importants qui sont les articles 38 et 49 de Solvabilité 2 qui vous disent que, ça vous dit 2 choses qui sont très importantes. Le premier point, c'est de dire à une compagnie d'assurance, vous pouvez déléguer, sous-traiter une activité quelconque, mais on sous-traite l'exécution, mais pas la responsabilité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est la compagnie elle-même qui devra justifier au régulateur que son sous-traitant, mais quelque part, il respecte également l'ensemble des conditions. Et quelquefois, le régulateur s'autorisera même la possibilité d'aller voir le sous-traitant. Il se trouve que le sous-traitant dans une compagnie d'assurance, ça va toucher aussi bien aujourd'hui le gestionnaire d'actifs, qui est quand même très important. Je rappelle que le risque de marché, c'est plus de la moitié des fonds propres d'un établissement aujourd'hui, au format Solvabilité 2. Ça va concerner les dépositaires, ça va concerner également les courtiers. Ils ont 2 types de chantiers à mettre en œuvre. Le premier chantier qui est de dire il faut un environnement de contrôle interne qui me permet de garantir que les informations que je produis sont justes, etc. etc. Donc ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est un flux de données. Il y a des données que je devais transmettre, notamment pour les courtiers qui ont une activité de gestion déléguée. Donc collecte de primes, gestion de sinistres. Voilà. Donc par rapport aux asset managers et aux dépositaires, il y a une sensibilisation assez forte. Quand même, aujourd'hui, sur le marché, on voit quand même des associations qui se mettent en place. On participe nous-mêmes d'ailleurs à certaines. On a quand même pas mal de choses qui se font aujourd'hui sur quel type de flux de données, quel type de transparisation, quel type de données supplémentaires je devrais fournir, etc. On a parlé d'obligations structurées, d'accord, qu'est-ce que je dois transmettre, voilà. Donc ça quand même, ça bouillonne quand même pas mal. Et aujourd'hui, au niveau des grands asset managers, des grands dépositaires, c'est plutôt déjà pas mal fait. Au niveau des courtiers, on sent ça commence. Ça commence aujourd'hui, la sensibilisation est là. Il n'y a pas eu ce grand mouvement, il n'y a pas eu ce grand élan qu'on a pu voir chez les asset managers et les dépositaires. Tout à fait. Jimizou, merci. Nous poursuivrons cette discussion le mardi 23 octobre à la Maison des Arts et Métiers avec tous les intervenants de cette 8e édition de la conférence des échos sur Solvabilité 2. Merci. Merci.